Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse fondamentale, donc consacrée à l'entreprise BIC, entreprise que j'ai moi-même au portefeuille et qui peut donc impliquer un point de vue légèrement biaisé. J'en profite d'ailleurs pour insister sur les points suivants. Les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, les éléments mis en avant dans cette vidéo ne constituent ni un conseil d'achat ni un conseil de vente sur le titre présenté. L'investissement en bourse implique en effet des risques, comme le risque de perte totale du capital, et il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser les sources suivantes, à savoir morningstar.fr, bicworld.com qui est le site de BIC, zonebourse.com et unclestock.com, qui est un screener payant que j'utilise pour gagner du temps. Alors je vais commencer par présenter rapidement l'entreprise BIC, qui je pense vous êtes relativement nombreux à connaître. Alors BIC, c'est l'un des premiers fabricants mondiaux d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs. Alors quand on regarde un peu son chiffre d'affaires, on voit que les articles de papeterie représentent 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise, les briquets représentent 35% du chiffre d'affaires et les rasoirs représentent environ 25% du chiffre d'affaires. Alors BIC, c'est surtout le numéro 2 mondial pour la papeterie, avec 9% de part de marché. C'est le numéro 1 mondial pour les briquets de poche, avec 50% de part de marché. Et c'est le numéro 2 mondial des rasoirs non rechargeables, avec 20% de part de marché. On peut noter que 31 millions de produits BIC sont vendus par jour, et les pays émergents représentent 32% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors BIC, c'est surtout une entreprise familiale, dirigée par la famille BIC, qui détient à elle seule 45% du capital. Et donc le flottant de l'entreprise est d'environ 55%, il me semble d'ailleurs qu'il est de 54% pour être précis. Alors l'entreprise BIC a été créée en 1945, ce qui veut dire que l'entreprise possède un savoir-faire très important. Alors plus en détail, on peut voir que l'entreprise s'est lancée dans la papeterie en 1945, puis s'est lancée dans les briquets en 1973 et enfin dans les rasoirs en 1975. Alors l'entreprise BIC emploie aujourd'hui 12 777 employés, donc employés temps plein. J'ai récupéré cette information sur le site de l'entreprise, donc dans un rapport qui date de février 2020. L'entreprise possède 26 usines à travers le monde, réparties sur 4 continents, et donc on a 17 usines qui sont focalisées sur la papeterie, 5 usines qui sont focalisées sur les briquets et 4 usines qui sont focalisées sur les rasoirs. Alors un élément qui me semble intéressant, c'est le fait que le conseil d'administration de BIC soit représenté à 50% par des femmes. Ce qui veut dire que l'entreprise met l'accent sur la parité au sein de son conseil d'administration et donc potentiellement au sein de son entreprise. La capitalisation boursière de BIC est de 2,3 milliards d'euros, donc il s'agit d'une mid-cap. Et les principaux concurrents de BIC sont Pilote, donc sur le segment articles de papeterie, Zippo sur le segment briquet, et Procter & Gamble avec la marque Gillette sur les rasoirs. Alors comme pour l'entreprise Eutelsat que j'ai présentée il y a une dizaine de jours, je vous mettrai un lien en haut à droite de cette vidéo, je vais procéder à l'analyse financière de l'entreprise BIC pour vous montrer comment je procède dans l'analyse des documents financiers d'une entreprise. Donc on va commencer avec l'analyse des marges. Et donc j'ai récupéré ces données sur le site morningstar.fr et je vous invite vivement à utiliser ce site. Pourquoi? Parce que vous avez accès à tous les documents financiers des différentes entreprises de manière légèrement simplifiée, ce qui permet d'aller à l'essentiel. Alors bien entendu, si vous avez besoin des documents financiers originaux, il suffit d'aller sur le site de l'entreprise en question, donc ici bicworld.com. Alors bien entendu, si vous souhaitez retrouver les documents financiers originaux, il vous suffit d'aller dans Google, dans le moteur de recherche Google, et de taper le nom de l'entreprise qui vous intéresse, plus Investors Relations. D'accord? Dans ce cas-là, vous tomberez directement sur la page intitulée Investors Relations, qui présente les différents documents financiers de l'entreprise qui vous intéresse. Alors on va commencer ici avec l'analyse des marges de BIC, donc comme je le fais à chaque fois. Alors on va commencer par analyser la marge brute de l'entreprise BIC. Alors ce qui nous intéresse, c'est à la fois la tendance sur les 5 années de données dont on dispose, mais également la marge brute moyenne. Alors si on regarde la marge brute depuis 2015, on voit que BIC a une marge brute d'environ 50% en moyenne. D'accord? 2015 49%, 2016 52%, 2017 51%, 2018 52% et 2019 50%. On peut partir du principe qu'on a une marge brute moyenne de 50% pour l'entreprise BIC.
D'accord? Ce qui veut dire que l'entreprise possède un avantage compétitif a priori. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis ici 3+, puisqu'on a une marge brute strictement supérieure à 40%, ce qui laisse penser que l'entreprise a un avantage compétitif, qu'elle est plutôt leader dans son secteur, et c'est ce dont j'ai parlé dans l'introduction. Une fois qu'on a dit ça, on regarde directement le SG&A, donc Sales, General and Administrative Costs, qui va nous donner en fait le coût des employés, du marketing, etc. de l'entreprise BIC. Et on voit que les dépenses en SG&A sont d'environ 25%, ce qui veut dire que là aussi, a priori, BIC a un avantage compétitif durable. On voit également que la recherche et développement est nulle chez l'entreprise BIC, donc pas de recherche et développement, pas de R&D a priori, ou si R&D il y a, elle est tellement faible qu'elle apparaît dans les autres dépenses. Donc encore une fois, on peut conclure que l'entreprise BIC a potentiellement un avantage compétitif durable. Ce qui veut dire que l'entreprise n'est pas dépendante de la R&D pour générer des profits. Ce qui veut dire que le business model de l'entreprise BIC ne dépend pas de la R&D. Alors ceci est un point important, est un point positif important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'entreprise n'est pas obligée d'investir régulièrement dans la mise à jour de ses entreprises, de ses usines. Et comme on a vu dans l'introduction, l'entreprise BIC possède 26 usines. Et bien entendu, si l'entreprise n'est pas obligée de remettre à jour ses usines régulièrement, d'investir régulièrement dans ses usines, ça veut dire un cash flow libre potentiellement plus important pour l'entreprise à la fin. Et c'est généralement un aspect qui permet à une entreprise d'être compétitive à long terme, d'accord? Donc d'avoir un avantage compétitif durable. Alors on descend ensuite à la marge d'exploitation, on voit que celle-ci est en légère décroissance et représente en moyenne 18% du chiffre d'affaires, ce qui est relativement correct, alors qui pourrait être meilleur, mais qui est relativement correct. Alors au niveau de la marge EBT, on note qu'on a une moyenne d'environ 15%, ce qui est tout à fait correct. On note cependant un déclin de cette marge au cours des années 2018 et 2019, donc ce sera un point à suivre ici. Alors au niveau de la marge nette, on voit que celle-ci a pas mal décliné au cours des années, puisque celle-ci est passée de 14% en 2015 à 9% en 2019, avec un point bas ici en 2018 à 8,89%. Donc on voit qu'au cours des années 2015, 2007, 2017, la marge nette était d'environ 12,5-13%. On voit qu'au cours des années 2018 et 2019, cette marge nette a perdu environ 5 points. D'accord, pour descendre à 8-9%. Donc on a une marge nette qui s'est effritée. Pour autant, on a toujours une marge nette positive et autour de 10%. Alors ça, c'est vraiment un point qui inquiète le marché. Pourquoi? Parce que l'entreprise BIC a au départ un avantage compétitif durable a priori. On le voit au niveau de sa marge brute qui est d'environ 50%, donc une très très belle marge brute. Mais on a un effritement ici de la marge nette qui décline et qui est passé sous les 10% au cours de l'année 2018 et qui est également en dessous de 10% au cours de l'année 2019. Ce qui veut dire que le potentiel avantage compétitif de BIC au niveau de la marge brute n'est pas confirmé au niveau de la marge nette. D'accord? Donc il faudra voir ce qu'il en est au niveau de la marge nette dans les années qui viennent. Soit BIC est en mesure de faire remonter sa marge nette aux alentours de 12-13% comme historiquement, soit BIC en fait va avoir une marge nette plutôt dans la zone 7-10%. Alors si on regarde le retour sur fonds propres, en anglais Return on Equity ou ROE, on voit que BIC a historiquement un Return on Equity qui est relativement élevé, en moyenne de 15% sur les années 2015-2017. Par contre, on voit que le Return on Equity a largement diminué au cours des années 2018-2019, puisque celui-ci se situe désormais entre 10 et 11%. Donc on a un Return on Equity qui est relativement correct, pour autant il n'est pas à l'image du Return on Equity qu'on avait au cours des années 2015, 2016 et 2017. Donc ça c'est potentiellement un point d'inquiétude également pour les investisseurs. Donc conclusion sur les marges, on a un avantage compétitif durable a priori au niveau de la marge brute, mais on a des éléments qui nous indiquent que la pression est de plus en plus forte sur l'entreprise BIC pour maintenir ses marges, notamment sa marge EBT, mais également sa marge nette. Alors on va continuer avec une petite analyse de la croissance de la société, et donc c'est ce qu'on voit au niveau des recettes, donc du chiffre d'affaires. On voit que le chiffre d'affaires a baissé de 9% en 2016, 0,27% en 2017, 3,49% en 2018 et 0,02% en 2019. Alors bien entendu, sur 5 ans, ça fait une baisse de 0,30%, ce qui est relativement faible. Pour autant, on a une décroissance des recettes au cours des dernières années. Et c'est ce que pénalise le marché, qui est actuellement à la recherche de valeurs de croissance.
Alors on va maintenant analyser les ratios de liquidité de l'entreprise BIC. Quand on regarde le coefficient de liquidité de celle-ci, on voit qu'il est de 2,54 et le quick ratio est de 1,53, ce qui veut dire que BIC n'a aucun problème de liquidité à court terme, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun problème de liquidité pour les 12 prochains mois. Alors on va maintenant passer au bilan, et comme d'habitude, je commence l'analyse du bilan par analyser le niveau de trésorerie de l'entreprise. Donc on voit que la trésorerie est de 202 millions d'euros à fin 2019, donc au 31 décembre 2019. On voit que cette trésorerie a été plus élevée par le passé. Pour autant, on a une trésorerie qui n'est jamais descendue en dessous de 170 millions d'euros. Alors si on se focalise sur les stocks de l'entreprise, on voit que BIC détient historiquement des stocks pour environ 450 millions d'euros en moyenne, et on voit que ces stocks sont quasiment les mêmes d'année en année. D'accord, la valorisation des stocks est quasiment identique depuis 2015. Alors un point important au niveau des stocks de BIC, c'est que les produits de BIC ne souffrent pas d'obsolescence majeure, ce qui veut dire qu'en fait l'entreprise peut avoir des stocks et les conserver relativement longtemps à un prix qui ne change pas malgré les années qui passent. D'accord, ce qui n'est pas le cas pour des entreprises très innovantes qui vont voir les stocks devenir obsolètes très rapidement. Alors pour revenir au ratio de liquidité, quand on compare le total des actifs circulants, c'est-à-dire 1,2 milliard d'euros, au total des passifs circulants, c'est-à-dire 488 millions d'euros, on voit que les actifs circulants sont beaucoup plus importants que les passifs circulants. Ce qui veut dire que l'entreprise n'aura aucun problème de liquidité à court terme, c'est-à-dire à horizon 12 mois. Alors une fois qu'on a vérifié qu'on n'avait pas de problème de liquidité à court terme, on va se focaliser sur la dette long terme. Donc je m'arrête ici au niveau des passifs sur la dette long terme de BIC. Et qu'est-ce que je vois ici? C'est que BIC n'a pas de dette long terme, ce qui est excellent. Pourquoi c'est excellent? Parce qu'une entreprise qui n'a pas de dette peut difficilement faire faillite. D'accord? Donc l'entreprise a des dettes court terme, on voit qu'elles sont largement couvertes par les actifs circulants. On remarque que l'entreprise n'a aucune dette long terme, ce qui veut dire que l'entreprise est viable à très très long terme. Alors cependant, on voit qu'elle a d'autres passifs à long terme pour environ 240 millions d'euros, et donc on a un total de passifs non circulants d'environ 295 millions, ce qui est relativement faible pour cette entreprise. Alors on descend ensuite au niveau des capitaux propres, et on va remarquer deux choses. La première, on va s'arrêter sur les bénéfices non répartis. Donc les bénéfices non répartis sont les bénéfices que l'entreprise a mis en réserve au fur et à mesure des années qui passent. D'accord? Et donc tout l'argent mis en réserve se cumule et donc apparaît ici. Alors on voit que ce chiffre est positif, c'est ce que je disais, puisqu'il était de 1,6 milliard d'euros en 2015, il est désormais de 1,2 milliard d'euros en 2019. Donc chiffre positif, très bien, mais déclin depuis 2015. Ce qui veut dire que l'entreprise est en train de tirer dans ses bénéfices non répartis. D'accord? C'est-à-dire qu'elle utilise ses bénéfices non répartis qui diminuent d'année en année. Alors l'entreprise a encore 1,2 milliard de bénéfices non répartis, ce qui est encore relativement énorme. Alors c'est la même chose au niveau des capitaux propres. On voit que les capitaux propres de l'entreprise, vous voyez, 1,8 milliard en 2015 et 1,6 milliard en 2019. Alors ces capitaux propres sont bien entendu à comparer à la capitalisation boursière de l'entreprise. D'accord? Donc on a 1,6 milliard de capitaux propres à fin 2019 et on a une capitalisation boursière d'environ 2,3 milliards d'euros actuellement. D'accord? Ce qui veut dire qu'on a un price to book ratio d'environ 1,3. Alors on va maintenant passer au compte de résultat, et là ce qui va nous intéresser c'est le chiffre d'affaires, le résultat brut d'exploitation, le résultat d'exploitation avant intérêt et impôts et le résultat net. Alors au niveau du chiffre d'affaires, on voit que celui-ci est en déclin, d'accord, donc léger déclin du chiffre d'affaires, j'en ai parlé au début de cette vidéo. Donc on avait un chiffre d'affaires de 2,2 milliards en 2015, puis 2 milliards en 2016, puis 2 milliards en 2017, puis 1,9 milliard en 2018 et 1,9 milliard en 2019. Alors bien entendu, ceci a un impact sur le résultat brut d'exploitation, donc qui est largement positif, vous voyez, quasiment 1 milliard en 2019, mais qui décline également légèrement d'année en année. Alors pour autant, 1 milliard de résultat brut d'exploitation par rapport à un chiffre d'affaires d'1,9 milliard, c'est relativement correct. Alors au niveau du résultat d'exploitation avant intérêt et impôts, on voit que celui-ci est d'environ 300 millions d'euros désormais, donc c'est pareil, en déclin depuis 2015, donc 404 millions en 2016, 372 millions en 2017, puis 334 et 339 millions en 2019. Celui-ci pour autant est positif.
Alors si on regarde maintenant le résultat net de l'entreprise, c'est ce qui nous intéresse en particulier, on voit que celui-ci est positif d'année en année, puisqu'on a un résultat net de 325 millions d'euros en 2015, 249 millions en 2016, 288 millions en 2017, 173 millions en 2018, et c'est le point bas de la série qui est ici, et 176 millions d'euros de résultat net en 2019. Ce qui veut dire que l'entreprise BIC est une entreprise rentable d'année en année. Alors le résultat net a certes diminué depuis 2015, mais l'entreprise génère un résultat net toujours positif. Alors on va maintenant s'intéresser au flux de trésorerie, donc au cash flow en anglais, et on va s'intéresser à deux choses en particulier. La première, c'est les flux de trésorerie nets fournis par les activités d'exploitation, d'accord, qui sont de 318 millions d'euros en 2019, et le flux net de trésorerie utilisé pour les activités d'investissement, d'accord, qui sont négatifs à hauteur de moins 110 millions d'euros. Donc pour faire simple, cette partie-là reflète le cash qui est généré par l'activité d'exploitation de BIC, et cette partie-là reflète les investissements de l'entreprise. Donc l'entreprise génère un cash flow d'exploitation, donc un cash flow positif de 318 millions d'euros, et l'entreprise investit pour 110 millions d'euros, ce qui veut dire que l'entreprise génère un free cash flow ou un cash flow libre positif. Et on peut remarquer que ce cash flow est positif d'année en année, il suffit de comparer les deux. Alors bien entendu, ceci est un proxy. En réalité, quand on calcule le cash flow libre, le free cash flow, on fait quelques ajustements, ce qui veut dire que quand je fais 318 moins 110, ça me donne quelque chose comme 218, et on voit qu'après les ajustements, on arrive à un flux de trésorerie disponible ou un cash flow libre de 213 millions d'euros. D'accord, donc flux d'exploitation 318, investissement 104, vous voyez, après ajustement, et on arrive à un flux de trésorerie disponible positif de 213 millions. Et ça, c'est le gros point important chez BIC, c'est qu'en fait, quand on regarde les années 2015 à 2019, on voit que le flux de trésorerie disponible est toujours positif et aux environs de 200 millions d'euros. Ce qui veut dire que BIC est une sorte de cash cow, c'est-à-dire une vache à lait qui génère du cash d'année en année, malgré le déclin de son chiffre d'affaires. Alors on va rapidement faire un point sur les dividendes versés par BIC depuis 1999. Donc vous voyez que j'ai récupéré tous les dividendes versés depuis 1999. On voit que celui-ci a été versé, donc en 1999 on avait 50 centimes de dividendes, puis on est monté au fur et à mesure. Alors vous voyez que c'est un peu difficile à suivre, pourquoi? Parce qu'on a des fois des dividendes qui sont versés 2 fois par an. Alors j'ai mis ces dividendes versés 2 fois par an en rose ici, j'ai signalé ça en rose. Alors si on se fie uniquement à la tendance du dividende versé par BIC, on voit que celui-ci a en moyenne augmenté au cours des 20 dernières années. Alors bien entendu, de temps en temps, on a des creux ou des baisses de dividendes, mais on a des augmentations derrière qui permettent aux dividendes d'augmenter. Alors on peut voir que le dividende de BIC a été réduit en 2020 d'environ un tiers. On peut imaginer que si la croissance de l'entreprise continue à décliner au cours des années qui viennent, le dividende de BIC n'augmentera pas. Bien entendu, si l'entreprise était capable de trouver un relais de croissance au cours des années qui viennent, on pourrait tout à fait imaginer une réaugmentation du dividende versé par BIC. Alors je vais terminer cette présentation en présentant quelques chiffres et quelques données que j'ai récupérées sur les sites unclestock.com et zonebourse.com. Donc le cours de BIC est actuellement de 52,20 €, le dividende versé est de 2,45 €, ce qui nous donne un rendement du dividende de 4,69%. Donc comment je calcule le rendement du dividende? Tout simplement en faisant 2,45 € divisé par 52,20 €. D'accord, ce qui me donne le rendement du dividende versé par BIC. Alors le rendement sur capitaux employés au cours des 5 dernières années est de 11,35%, ce qui est relativement correct. Le rendement sur capitaux propres au cours des 5 dernières années est de 12,94%, ce qui est également correct. Alors bien entendu, c'est une moyenne qui cache quelques disparités, c'est-à-dire que le rendement sur capitaux propres au cours des années 2015, 2016, 2017 était d'environ 13% et le rendement sur capitaux propres au cours des 2 dernières années est d'environ 10%. Alors le PER est de 14,69, ce qui veut dire que l'entreprise BIC est valorisée environ 14 fois ses bénéfices, et on voit que le PER historiquement lors des 5 dernières années était d'environ 17,80%, ce qui laisse une marge de réappréciation d'environ 20%. Alors bien entendu, cette marge de réappréciation dépend de la capacité pour BIC de trouver un relais de croissance. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on le voit, la croissance annuelle estimée du bénéfice par action lors des 5 prochaines années, donc cette fois-ci on se projette
dans l'avenir. Alors on se projette bien entendu ici dans le futur et le consensus estime que le bénéfice annuel par action croîtra de moins 2,60% au cours des 5 prochaines années, ce qui veut dire une croissance négative du bénéfice par action. Ce qui laisse supposer que le chiffre d'affaires pourrait continuer à décroître au cours des 5 prochaines années. Et ça bien entendu c'est ce que price le marché actuellement. C'est pour ça que le cours de BIC est passé de plus de 100 € à 50 € environ actuellement. Alors on peut voir également que le price to book ratio, c'est-à-dire le ratio capitalisation boursière sur capitaux propres, est de 1,29. J'en ai parlé tout à l'heure, donc 1,29 ou 1,30 si on arrondit, ce qui veut dire que l'entreprise est un peu mieux valorisée que ses capitaux propres. Pour autant, on voit que cet écart est relativement faible. On peut voir également que le price to book ratio des 5 dernières années est de 2,44. Ce qui, en cas de retour de la croissance chez BIC, alors bien entendu, qui est un gros point d'interrogation, on est d'accord, pourrait laisser envisager une revalorisation d'environ 80%. Alors je terminerai ici avec 2 éléments. La dette nette sur EBITDA qui est de moins 0,36, c'est-à-dire que l'entreprise, on l'a vu, a énormément de cash, a quasiment aucune dette, et c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas endettée. On le voit également au niveau de la dette nette sur capitaux propres qui est de moins 8,67%. Ce qui veut dire que l'entreprise a plus de cash que de dette. D'accord ? L'entreprise n'ayant quasiment aucune dette, on l'a vu, hein, aucune dette long terme, alors elle a d'autres passifs long terme, mais aucune dette comme telle long terme. L'entreprise en fait ne risque pas la faillite dans les années qui viennent. Donc au niveau financier, BIC est une entreprise extrêmement sûre, d'accord ? On l'a vu, elle ne court aucun risque de faillite à horizon 12 mois, elle ne court certainement aucun risque de faillite à horizon 4-5 ans. Alors je termine cette vidéo avec quelques éléments extraits du site Zone Bourse, daté de juillet 2020. Donc le bénéfice par action est de 3,91 €, le cash flow par action est de 7,04 €, donc à comparer à un prix de l'action, un cours de l'action de 52 € environ, et le dividende attendu en 2020, donc qui sera versé en 2021, donc dividende pour l'année 2020 en cours versé en 2021, est attendu à 2,49 €. Ce qui nous donne un payout ratio de 64%, ce qui est relativement raisonnable. Alors comment je trouve ce payout ratio ? Tout simplement en faisant dividende attendu 2,49 divisé par bénéfice par action 3,91 €. Ça me donne le payout ratio. C'est-à-dire par rapport au bénéfice de l'entreprise reverse 64% à ses actionnaires via le dividende. Ce qui laisse une certaine marge pour l'entreprise. Alors si on regarde maintenant le cash dividend payout ratio, qui est simplement le dividende attendu en 2020 versé en 2021, 2,49 € divisé par le cash flow par action, 7,04, ça nous donne un cash dividend payout ratio de 35%, ce qui est relativement correct. Donc, grâce à ces chiffres, on peut en conclure que BIC a tout à fait les moyens de continuer à verser un dividende d'environ 2,49 € au cours des prochaines années, sans pour autant se mettre en danger. Et on le voit au niveau du payout ratio, elle a encore de la marge, et on le voit également au niveau du cash dividend payout ratio, puisqu'elle a une très grande marge ici. Voilà, donc pour résumer, BIC est une très belle société, très bien gérée. Le seul point noir de cette société, c'est la décroissance du chiffre d'affaires, l'incapacité de l'entreprise depuis quelques années à trouver un relais de croissance. Maintenant, il ne faut pas oublier que cette entreprise génère 32% de son chiffre d'affaires dans les pays émergents et on peut penser que le relais de croissance viendra justement des pays émergents. Ce qui veut dire, et c'est ce que je pense de mon côté, que lorsqu'on aura un nouveau cycle haussier dans les pays émergents, et ça devrait arriver dans quelques années, l'entreprise BIC pourrait profiter de ce relais de croissance. Puisque l'entreprise est très investie sur le continent africain, mais également en Inde, qui est l'un des pays avec le potentiel le plus important au niveau de l'activité de papeterie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.